Je suis pour le modèle. Dossier 5. Éclairage. Document 8. Bonjour, je m'appelle Mathieu Blaise, je suis cofondateur et actionnaire du site allopneu.com. L'entreprise est installée au cœur de la Provence, en pleine campagne. Allopneu, à l'origine, est une société qui s'appelle Pneus France Nord, qui a construit son activité autour du commerce de pneus agricoles. En 2006, nous avons pris une décision collégiale de lancer un site internet. De suite, il a fallu mettre en œuvre des moyens d'acquisition online. Historiquement, AdWords, c'était le seul canal d'acquisition de trafic. On avait plusieurs objectifs quand on a créé les premières campagnes AdWords. Faire connaître notre offre, faire connaître nos services sur le média online et donc aller chercher des nouveaux clients. AdWords nous a permis d'augmenter sensiblement le trafic et surtout d'acquérir du trafic qualifié, d'aller chercher la demande là où elle était présente, donc sur les moteurs de recherche. On est acteur en fait du système publicitaire et on a la maîtrise du message. Donc on achète des mots-clés sur l'univers de notre activité. On peut diffuser des annonces texte ou des annonces images. Donc pour nous c'est super important d'avoir cette maîtrise parfaite en fait, surtout sur un business de volume où on a des problématiques de géographie, de localisation, de saisonnalité. La différence est vraiment là. À partir de 2008, Allopneu effectue 50% du chiffre d'affaires de la société. L'activité a progressé très rapidement, c'est une croissance à plus de 2 chiffres chaque année. On a vu une évolution énorme du jour au lendemain. Aujourd'hui, on peut considérer qu'on est un pure player dans le sens où on a arrêté complètement notre activité offline. On vient de franchir une autre étape où on ne va plus forcément chercher que du client sur les supports Google, mais on va aussi chercher la reconnaissance du client, donc faire connaître la marque. On a pour volonté d'aller travailler sur le marché étranger. C'est un projet à court terme, puisqu'on aimerait bien d'ici 2 ans être présent déjà sur les pays comme l'Italie et l'Espagne. Je pense qu'effectivement, il y a encore tout à faire. Oui. La vie au quotidien. Document 1. Bonjour Madame le tourneur. Je suis Stéphanie Richard. Je suis vendeuse au rayon prêt-à-porter féminin. Je vous remercie d'avoir accepté de me recevoir. Je vous en prie, Stéphanie. Que puis-je faire pour vous? Alors voilà, j'ai appris que ma chef de rayon allait être mutée à Poitiers. Et donc que son poste ici à Tours allait se libérer. Et si c'était possible, j'aurais voulu avoir un peu plus d'informations sur ce poste avant de postuler éventuellement. Oui, très bien. Que voulez-vous savoir en particulier? J'aimerais avoir plus de précisions sur le type de contrat, les horaires, le salaire, les tâches. Même si je vois un peu ce que fait ma chef, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Très bien. Alors, il s'agit d'un CDI, un contrat de 35 heures. Pendant les soldes ou les fêtes de fin d'année, il faudra en faire plus, mais vous récupérerez vos heures en plus des RTT. Enfin, vous connaissez ça en tant que vendeuse. Voilà. Et si vous êtes prise, vous n'aurez pas de période d'essai puisque vous êtes de la maison. D'accord. Mais vous, comment imaginez-vous cette profession? Eh bien, je sais qu'en plus du travail de vente, l'accueil des clients, le conseil, l'encaissement et tout ça, il faut aussi gérer tout ce qui concerne les stocks et puis le personnel. Voilà, c'est plus ou moins ça. Donc, en plus de la vente, le poste nécessite de s'impliquer dans 3 autres domaines. Le premier, c'est en effet la gestion des stocks. Et puis, il y a le merchandising. C'est extrêmement important. Les produits doivent être présentés impeccablement, et c'est vous qui en êtes responsable. Et justement, le deuxième domaine de compétence, c'est le management de votre équipe. Si une vendeuse gère mal la mise en rayon, eh bien, c'est de votre responsabilité. Il faut être toujours dynamique, très disponible, polyvalente, avoir l'œil partout. Je comprends, c'est tout à fait normal. Y a-t-il des objectifs annuels à réaliser? Oui, tout à fait. Vous avez des objectifs en termes de chiffre d'affaires et vous devez participer au développement de l'entreprise. C'est sur ce point que vous serez évalué et que vous pourrez à ce titre toucher des primes de fin d'année. Une bonne motivation, n'est-ce pas? Oui, j'aime bien les défis, donc pas de souci. Et puis, en fonction de ça, il faut motiver l'équipe, guider les vendeuses pour la mise en rayon, etc. C'est bien ça? Exactement. L'aspect managérial est très important. Avez-vous un peu d'expérience là-dedans? Moi, pas tellement. Mais j'apprends vite. J'aime les challenges. Alors ça me motiverait énormément si je pouvais faire ça. Et puis,
J'ai une solide formation de base dans les métiers de la mode et du vêtement, j'ai de l'expérience professionnelle. Je pense être compétente en tant que vendeuse. Je me sens tout à fait prête à relever le défi, même si je n'ai pas fait de formation en marketing. Ah, vous n'avez pas de formation post-bac en vente ou marketing, c'est ça? Non, je n'en ai pas, c'est vrai. Mais je ne le vois pas comme un frein à mon évolution professionnelle. Je dirais que j'ai d'autres atouts. Par exemple, je maîtrise les techniques de création de vêtements. Et ça pourrait être un plus pour la clientèle. Eh bien, on verra ça. Pourquoi pas? Vous me ferez passer un CV actualisé et une lettre de motivation, ok? Pourrais-je vous demander ce que vous proposez comme rémunération? Oui. Le salaire brut est de 2400 €. Mais comme je vous l'ai dit, vous percevrez une prime en fonction de vos résultats. D'autres questions peut-être? Non, ce sera tout, merci. Je vous remettrai mon CV et ma lettre demain matin. Très bien. Je vous recontacterai la semaine prochaine pour un entretien avec Madame Dupin, notre directrice, si nous retenons votre candidature. Bonne journée, Stéphanie. Bonne journée, au revoir. Des mots et des formes. Envisager l'avenir. Document 1. Bonjour à tous. Je vous ai réunis aujourd'hui pour vous faire part de la situation économique de notre entreprise. Je n'irai pas par 4 chemins, je ne vous cacherai pas que cette situation n'est pas au beau fixe. Comme vous le savez, nous devons faire face à une concurrence féroce. C'est pourquoi j'ai mis au point un plan de bataille que je vais vous présenter. Nous allons devoir réduire les coûts, mais je peux vous assurer que ces économies ne porteront pas sur les salaires. Je m'y engage. Il faudra surtout s'attaquer au gaspillage, et chaque service devra contribuer aux économies. Il va falloir aussi redoubler d'énergie pour décrocher de nouveaux contrats, sinon notre production stagnera. Donc, dès demain, nous allons mettre en place des audits internes et des procédures de qualité. Aussitôt que les informations auront été rassemblées, nous prendrons des décisions. Je compte sur vous. Je suis convaincu qu'ensemble, nous parviendrons à redresser la situation. Nous allons relever la tête et ensemble, nous gagnerons. Exprimer la condition. Document 2. 1. Chers collègues, nous réussirons à condition d'être unis. 2. Nous redresserons la situation, pourvu que tout le monde soit responsable. 3. Nous parviendrons à réaliser notre projet, à condition que d'autres contrats soient signés. 4. Nous gagnerons, à moins que nous ne soyons pas capables de mobiliser nos forces. Rémunération. Activité 7. J'ai d'abord travaillé comme serveur dans une discothèque pendant mes études. Le fixe n'était pas mirobolant, mais avec les pourboires, ça allait. Une fois que j'ai eu mes examens, j'ai trouvé un travail de commercial dans une grande maison d'édition, et là je touchais un bon salaire, plus des commissions sur les ventes. Malheureusement, cela n'a duré que 3 ans, car à cause de la crise, l'entreprise a eu une perte de bénéfices et j'ai été licencié. Entre les indemnités et les allocations chômage, j'ai réussi à m'en sortir. J'ai alors essayé une autre voie. Comme j'ai une passion pour la bande dessinée et que je me débrouille bien, j'ai tenté ma chance et j'ai envoyé quelques dessins à des journaux et des éditeurs, et ce qui m'est arrivé est incroyable. Mes dessins ont plu et j'ai reçu des commandes d'illustration. Maintenant, je vis de ça, de mes droits d'auteur. J'ai même pris un avocat conseil car la législation dans ce domaine est complexe. Mais bonjour les honoraires. Point de vue sur. Document 1. Première partie. Voilà, c'est le long week-end de l'Ascension. Si vous êtes salarié, c'est normalement un moment de pause, mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que vous décrochez totalement? Êtes-vous quand même sollicité par votre entreprise? La semaine dernière, plusieurs dizaines d'entreprises ont signé une charte pour l'équilibre des temps de vie. Cette charte propose 15 engagements concrets, comme par exemple le fait de limiter l'envoi des courriels en dehors des heures de bureau. Alors ce soir, on attend vos questions, vos témoignages sur, disons, la qualité de
cette frontière entre vie privée et vie professionnelle. Nos invités, Isabelle Beribi-Hoffmann, elle est sociologue, chercheur au laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique. Et puis avec nous, Rémi Oudghiri, il est chargé de prospective du consommateur à l'Institut de sondage Ipsos et il a publié aux éditions Arléa Déconnectez-vous. Enfin, Hélène Boulet-Suppot, directrice générale de l'entreprise Sarenza.com, spécialisée dans la vente de chaussures en ligne, et elle a signé cette charte pour un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Deuxième partie. Témoignage courriel de Jean-Alain à Rennes, je vous le lis. Rentrée du travail avec des dossiers sous le bras. C'est le début de l'esclavage, la vie privée en prend un coup, c'est l'engrenage, on dîne en famille, et puis à 22h, 22h30, on ouvre l'ordi, on veut connaître les problèmes qu'il y aura à régler le lendemain. Comment en sortir? Qui veut répondre? Isabelle Beribi-Hoffmann, c'est pour vous. Troisième partie. C'est un cas classique depuis une dizaine d'années. En gros, Ouais. depuis que le BlackBerry est arrivé aux États-Unis en 99 et 2001-2002 en France, il y a effectivement un souci chez les employés, les salariés, en particulier les cadres, un souci de se déconnecter et une préoccupation vis-à-vis de l'addiction. Et de l'urgence qu'on ramène à la maison et des limites qu'il faut poser au travail à la maison. Hélène Boulet-Suppot, votre entreprise a signé cette charte pour l'équilibre des temps de vie. Quels conseils pouvez-vous donner? Alors le premier, c'est de proposer à sa direction de signer cette charte. Elle est organisée autour de 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est l'exemplarité des managers. Et donc si le comité de direction montre l'exemple en réservant du temps pour sa famille, ses enfants, le sport, les loisirs de toutes sortes, les salariés ressentiront moins la pression et donc n'emporteront plus leur dossier sous le bras, sachant très bien que de toute façon ils les traiteront le lendemain. Si ils sont capables de décrocher de cette addiction, ils arriveront plus frais dispo le lendemain. Rémi Oudghiri? Oui, je pense qu'il faut ajouter un élément important, c'est qu'on amène aussi sa vie privée au travail. Et ça, c'est le phénomène qui est en train de s'accentuer aujourd'hui, qui fait qu'on ne sait plus tellement où on en est. Mais il faut voir aussi que certains aspects sont positifs. C'est-à-dire que nous, quand on interroge les salariés, évidemment, ils se plaignent de ne plus avoir de temps pour leurs enfants, leur famille, leurs proches. Ils se plaignent des phénomènes de dépendance, mais ils sont contents de pouvoir être flexibles et de pouvoir s'organiser de manière plus libre que par le passé. Des mots et des formes. Exprimer un regret ou un reproche. Document 1. 1. Ça aurait été quand même plus élégant de la prévenir avant de la muter du jour au lendemain. Ils l'ont mise au placard. 2. Son N+1 aurait pu essayer de la défendre. 3. Ils lui ont reproché de ne pas être en phase avec les objectifs. Tu parles. 4. Elle aurait dû démissionner avant que la situation ne s'aggrave. 5. Il aurait fallu faire appel au syndicat. 6. Elle n'aurait jamais dû entrer en conflit ouvert avec la direction. 7. Si elle avait su ce qui l'attendait, elle se serait peut-être confiée à nous, ses plus proches collaborateurs. 8. À sa place, j'aurais essayé de négocier un départ à l'amiable. 9. Je regrette de ne pas avoir pu l'aider. Ce départ a dû être difficile. Vers le DELF B2. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses.
Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Bonjour et bienvenue dans Babylone. Nous n'allons pas chômer aujourd'hui, il y a du pain sur la planche. Nous allons poser une grande question sur laquelle nous allons beaucoup travailler. Le travail est-il dangereux pour la santé? Stress, burn-out, souffrance ou encore précarité, chômage ou délocalisation, ce sont les mots que nous utilisons de plus en plus souvent pour parler du travail. Pourquoi les nouvelles formes d'organisation du travail sont-elles souvent associées à l'altération de la santé des salariés? Le travail est-il devenu dangereux pour nous? Miruna Koka-Kozma, vous vous êtes mis au travail justement. Oui, pas encore en burn-out, mais la mondialisation, la course à la productivité ou encore le new management s'impose de plus en plus dans nos entreprises et modifie l'organisation de notre travail, souvent jugée comme malsaine par les professionnels de la santé. Et nous, les employés, dans tout ça, on craque, on se trouve souvent isolé, on est perçu comme des faibles. En France, depuis quelques années, les suicides sur le lieu de travail font régulièrement la une de l'actualité. En Suisse, la souffrance au travail est un phénomène en constante progression. Plus d'un tiers des Suisses se disent surmenés au travail. Selon le secrétariat d'État à l'économie, ce mal reste largement occulté par les milieux politiques et économiques. Davor Komplita, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes psychiatre et spécialiste du burn-out. Donc dire qu'il faut se spécialiser aujourd'hui dans quelque chose qui doit être récurrent et de plus en plus fréquent. Oui, alors je suis pas spécialisé que dans le burn-out, je dirais que je suis spécialisé dans la santé mentale au travail, qui est quelque chose de plus vaste que le burn-out, qui est un cas particulier, qui est juste une des dimensions cliniques des pathologies modernes, des pathologies nouvelles du travail. Comment allez-vous? Ah, plutôt bien ce matin. Voilà, une question qu'on n'ose presque plus poser. Mais on a la perception que l'on a du travail a complètement changé au cours de l'histoire. Des 30 glorieuses, de 30 piteuses, telle est l'évolution historique du monde du travail. Les 30 glorieuses, c'était donc la société du plein emploi. Le monde professionnel était centré presque exclusivement sur la lutte des classes ou les inégalités sociales. Ensuite, il y a eu les 30 piteuses qui ont commencé dans les années 80 avec le développement du secteur tertiaire, une période qui a vu se développer un peu le côté serviciel, donc plus on était plus dans le contact humain, et c'est avec ce changement de paradigme du monde du travail que nous avons assisté à une explosion des pathologies du travail. On parle de maladies émergentes. Là, vous avez dit un mot, contact humain. Est-ce qu'il y aurait pénurie de contacts humains dans le travail ou c'est la qualité de ces contacts qu'il faut mettre en question d'abord, Komplita? Alors, contact, je pense qu'il y en a beaucoup. Non, je suis pas convaincu que c'est une question de contact, c'est une question de collectif. Ce qui a profondément changé, c'est la désagrégation, puis la quasi-disparition du collectif, du groupe, d'être ensemble, former une équipe. La désagrégation de ce sentiment de collectivité au travail a privé les individus des mécanismes de défense psychologique qui sont donnés par le groupe. C'est-à-dire que de faire partie d'une équipe, de faire partie d'un groupe, ça permet de mobiliser psychologiquement des mécanismes protecteurs. Est-ce que la taille du groupe a une importance? Alors, écoutez, le groupe, ça reste depuis le néolithique quelque chose qui ne dépasse pas les 20 à 30 personnes, n'est-ce pas? Nous sommes formatés par quelques millions d'années où le groupe et la famille et le clan, c'était la même chose. C'est d'ailleurs pour ça que notre sentiment d'appartenance au travail est parfois bien plus fort que notre sentiment d'appartenance à une famille nucléaire, par exemple. Le groupe de travail est notre pourvoyeur de ressources pour survivre, tout simplement. Nous dépendons davantage de notre travail que de notre famille économiquement. Donc, quand le groupe se désagrège et que on n'appartient plus à une communauté, qu'on n'appartient plus à un réseau de solidarité et de protection mutuelle, on se retrouve seul. Et ça, c'est bien le sens de cette individualisation du travail qui a été entre guillemets vendu aux travailleurs sous l'aspect responsabilisation et autonomisation. Je pense que ça, c'est un peu l'arnaque du siècle. Je veux dire, responsabilisation, ça veut simplement dire que tu es responsable de ce qui marche pas, a priori et par avance. Donc, responsable, quand on n'a pas l'autorité, me semble déjà un parfait paradoxe. Donc, chacun pour soi. Mais chacun pour soi, ça veut surtout dire seul contre tous. Donc, la mise en place d'un climat de compétition
de concurrence, ce qui veut dire de potentiellement d'hostilité instable à l'intérieur de ce groupe. Anthropologiquement, c'est, je pense, ce que l'on peut faire de plus catastrophique. Donc, c'est vraiment mettre en insécurité la personne au milieu d'un groupe qui, à l'origine, dans toute l'histoire de l'humanité, a été pourvoyeur de sécurité. L'humanité s'est développée par le collectif. Et nous ne sommes pas des êtres forts face à la vie et à la nature. Nous sommes faibles, mais forts ensemble. Alors qu'on a mis sur un piédestal l'autonomie. Alors, autonomie, ça fait rigoler, parce que autonomie, le terme, ça veut dire faire ses lois soi-même. Je n'ai jamais vu les gens plus hétéronomes, c'est-à-dire subissant les lois d'autrui, qu'aujourd'hui dans l'entreprise où la verticalisation des processus décisionnels est devenue quasiment absolue. Exercice 2. Vous allez entendre une seule fois un enregistrement sonore de 1 minute 30 à 2 minutes. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Après l'enregistrement, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. L'écho du matin, bonjour Catherine Boulet. Bonjour. Parmi les baromètres scrutés avec attention par les patrons pour mieux connaître la santé de leur entreprise, il y a les taux d'absentéisme des salariés. Les chiffres d'ailleurs sont en augmentation cette année, mais derrière ce fléau s'en cache un autre, le présentéisme. Oui, un bon salarié n'est pas forcément un salarié présent. La vraie calamité pour une entreprise serait même le salarié qui reste pour se montrer, même s'il n'est pas réellement productif. Celui qui est toujours là pour le pot de départ à 19h30. Pire, c'est celui qui vient alors qu'il est malade. C'est la thèse développée par un jeune sociologue, Denis Monneuse, et c'est une situation très banale puisque la moitié des salariés français l'ont fait au moins une fois l'année dernière. Mais quand les individus commencent à le faire régulièrement, dit Monneuse, il faut tirer la sonnette d'alarme. Cela coûte cher à l'individu qui se met en danger, à l'entreprise et au final à la société tout entière. Ça coûte cher aux entreprises car un salarié dont la santé est dégradée sera moins productif et il risque de s'arrêter de plus en plus souvent pour des périodes de plus en plus longues. Et ce présentéisme, Catherine, c'est un mal bien français ? Oui, c'est très répandu en France et c'est très lié à l'image et à la notion de cadre. Parce qu'il touche un bon salaire, sa capacité de travail doit être infinie. Le seul pays où cette notion est plus présente qu'en France, c'est le Japon, où le cadre sort en plus le soir avec ses collègues de travail. Et en Europe, ailleurs, ça se passe comment ? Aussi surprenant que ça puisse paraître, les champions du jour de congé sont les Danois et les Finlandais. Rester au travail au-delà de 18h ou de 19h dans les pays nordiques, c'est mal vu, c'est louche. Ce serait plutôt révélateur de votre manque d'équilibre. On vous dira que vous négligez soit votre couple, soit vos enfants, et que ce n'est pas très sain, y compris pour l'entreprise. Quand vous récompensez quelqu'un qui ne fait rien, dans la hiérarchie par exemple, vous enlevez tout sens à l'action de ceux qui agissent vraiment. Ça a donc un effet contaminant, entre guillemets, sur les autres, et ça ne peut aboutir qu'à la démotivation.